j'ai vécu, j'ai fait ça, j'ai fait tout ce qui se passe là, quoi. Mais j'étais même fière de ce qu'ils faisaient. Malgré les moqueries et tout ça, ils étaient assez fiers de ce qu'ils faisaient. Les fêtes comme hier, ça représente l'ancien temps. Pour moi, c'est formidable parce qu'on a vécu ça. On a vécu ça étant jeune, on a démarré. Moi, j'ai démarré à 13 ans et demi. J'en ai fait... j'ai 65 maintenant et je fais toujours la moisson. Je suis né en 7. De ce temps-là, j'ai des souvenirs de ce temps-là, quoi. Partage de fléau, puis à la petite batteuse avec manège qu'on faisait dans le temps. C'est par là que ça a commencé la modernisation, quoi. À partir de la guerre de 14-18, tout a changé énormément. Moi, j'ai pas connu ça, mais il y avait parfois une équipe qui allait dans les campagnes, même le blé, le seigle, parce qu'en ce temps-là, il n'y avait pas tellement de blé, il n'y avait que du seigle et de l'avoine dans les fermes, quoi. Et ils allaient de ferme en ferme pour battre un peu. Et ça, moi, je vous parle des années que je n'ai pas connues. Quand c'est à peu près terminé, il laissait une petite hurlante, si vous voulez. Mais ça se disait en breton, comme disait. Bon oreille, ça veut dire bien les miens, quoi. Il n'y avait pas de faucheuse, il n'y avait pas de javeleur, il n'y avait rien, quoi. Que là. Alors on liait ça à bras. Et on rentrait ça à les rabats et puis on battait au fléau, ou bien alors là il y avait des fermes un peu plus importantes, on trouvait peut-être une machine quelconque achetée par un manège de chevaux, quoi, qui attelait avec une petite batteuse. Une personne, le chef de groupe, il se met au centre. Normalement sur les manèges il y avait même un siège. Hein, il est là et pendant 1 heure les chevaux ils tournaient sans s'arrêter. Alors c'est le seul but, c'est qu'une personne mène le cheval. Bon, ici c'est une fête, on a du public, la sécurité avant tout, hein, et c'est pour ça que et les chevaux ne travaillent pas tous les jours. Hein. Mais le but c'est de faire la démonstration. Quand la moisson était faite, battue, il fallait passer ça avec comment on appelle ça? Oui, le tarare, oui. C'était une autre machine qui consistait à séparer la poussière et puis les débris de paille, puis avoir un grain propre, quoi. Alors c'est ainsi, la moisson était faite, quoi. La paille a tessé, quoi, en vrac. Et puis le grain est grenier, voilà. Dans les années 60, il existait encore des locaux comme ça, à traîner. Hein, et moi j'étais tout gosse, et dans bien des fermes, il fallait mettre 4 chevaux pour sortir ces locaux. Parce que bon, le poids est considérable, ça paraît pas, mais ça fait plus de 4,5 tonnes, du moins celle-ci. Ouais. Alors il est vrai que les chevaux, jusqu'à les années 60, étaient en fin de compte vraiment les moteurs de l'agriculture. Et puis dans les années 60-70, une évolution est venue. Et puis bon, on a cédé la place surtout aux tracteurs. Oh, c'est un cheval de trait, quoi, de trait breton. Et c'était du temps de ma mère encore. Il avait 5 ans lorsqu'il avait été acheté. Et il est mort à 27 ans. Ça faisait 22 ans qu'il avait passé chez nous, quoi. Bon, je faisais tous mes travaux avec. En fin de journée, quoi, je faisais toujours sa litière, tous les jours. Alors, je lui préparais le repas du soir, je mettais son foin et les betteraves en temps de... Et tous les 4 heures, je lui donnais une ration de farine d'avoine. Et je le laissais alors en pâture, champ derrière.
les bâtiments. Et il arrivait à la cour pour me faire appel pour qu'il rende à son écurie pour déguster ses betteraves et revenir à nouveau à sa pâture. C'est le cheval breton, dans lequel on trouve deux types de chevaux. Un type très breton, plus massif, avec une bonne masse musculaire, adapté aux travaux des champs autrefois. Et nous avons surtout le postier breton, sur lequel on tend à se diriger maintenant en sélection du cheval breton. Le postier qui porte bien son nom puisqu'il était utilisé autrefois pour la poste, puisque du temps des diligences, il fallait des chevaux qui allaient le plus rapidement possible. Un postier breton donc qui se déplaçait énergiquement, donc il y a une masse musculaire beaucoup plus fine, des membres beaucoup plus fins, une tête très expressive et qui a de l'allure, comme on dit, qui se déplace, et même dans les fermes comme les transports, puisque la voiture automobile n'existait pas, bien entendu, on avait la voiture hippomobile. Alors pour se déplacer, on appelait le cheval, c'est ce qu'on appelait le cheval dans les fermes, c'était le cheval de voiture. Oui, c'est vrai que dans les années 60, là, on a vu beaucoup. Moi, j'étais encore jeune un peu, mais c'était la disparition du cheval dans les campagnes, vu donc la mécanisation. Et bien fréquemment, d'ailleurs, on se rappelle des anecdotes que les marchands de tracteurs, avec les marchands de chevaux, faisaient un peu leur beurre parce que il y avait des petits tuyaux ici. Je vais vendre un tracteur là, les chevaux vont être à vendre, et puis tout ça, quoi. Alors, marchand de chevaux vapeur et marchand de chevaux crottin, à l'époque, ça marchait bien, quoi. Dès que les tracteurs sont venus, les petits ponis Massey-Harris là, sont venus, ça coûtait dans les 4005 ou 4008 le tracteur. Avec 3 chevaux, on avait le tracteur. En vendant 3 chevaux. Les chevaux, ils étaient très chers à l'époque. Tu vendais un cheval 2000 balles à l'époque. Moi, je vais faire la transmission vraiment du cheval jusqu'au tracteur moderne qui existe maintenant. De toute façon, il y a des jeunes qui sont pas obligatoirement des agriculteurs, qui se passionnent pour ça. Vous avez la locomobile, vous avez la batteuse, vous avez les soldats de la guerre 14-18 allemands. Vous avez ici la batteuse. Il n'y a que quelques années qu'il y a un regain d'intérêt pour tous ces vieux tracteurs, ces vieilles mécaniques, ces vieux outils. Plus personne n'en parlait. Tout d'un coup, tout remonte à la surface. Et les anciens sont heureux de redécouvrir les outils avec lesquels ils ont travaillé. Et les jeunes, du coup, ils écoutent les anciens qui leur racontent des anecdotes. C'est un mélange de générations, ils apprennent mieux à communiquer et ça, je trouve que c'est formidable. Rien que ça, vous voyez, pour moi, c'est gagné. C'est Ferguson, oui. J'ai démarré avec celui-là par hasard et on me l'a donné. Là, au début, c'était juste un tracteur et puis une fois que c'est parti, ça prend et puis on cherche des documentations et puis des pièces et puis on trouve quelqu'un qui connaît un tracteur qui a à vendre ou bien des pièces et puis voilà. Et puis c'est parti. Donc moi j'avais mon 42, lui il avait le petit gris. Et petit à petit, Gilles s'est mis aussi dans l'ambiance. Puis donc son père, Roger, avec
des presses, le matériel aussi. Travailler avec cela il y a 50 ans et travailler avec ça aujourd'hui, c'est... Quand on connaît l'histoire un peu de ça au départ, le relevage, le système hydraulique, et travailler ça avec ça aujourd'hui, il n'y a plus rien à voir. Le confort de travail, on peut faire des journées avec ça sans être trop fatigué. Si tout le monde collectionne les sociétés françaises, à la longue, il n'y aura plus que les sociétés françaises qui vont tourner. Il faut que chacun garde une image de sa marque. Il y a des passionnés Ferguson, des passionnés David Brown, d'autres passionnés Dutz. Bon, ici, moi, j'ai un peu les deux, mais bon, quand même David Brown en majeure partie, quoi. On a largué nos anciens tracteurs et puis maintenant on est à la recherche du même tracteur, quoi. C'est ce qui est arrivé. Hein. Mais je pense que c'est un peu valable pour tout le monde, hein. Pour toute marque d'ailleurs. Alors cette année, on avait décidé, comme il y avait deux manifestations, de faire une meule qui puisse alimenter les batteuses sur 2 jours, en intervalle de 3 semaines, quoi. Donc on a décidé de faucher les 5 hectares la lieuse et de faire une seule meule. Donc pour la base, on a fait 15 mètres de long sur 6 de large. Et on ne savait pas jusqu'à quelle hauteur que ça allait monter, puisque on ne savait pas le nombre de gerbes et tout. Et pour finir, la dernière gerbe a monté à 7 mètres de hauteur. Donc normalement c'est la plus grande meule d'Europe qui devrait normalement entrer dans le livre des Guinness. Que j'étais même surpris que j'ai autant de monde qui ont participé pour le battage. Et je pense qu'ils étaient heureux, d'après ce que j'ai entendu, du résultat et de l'ambiance qu'il y avait. Il y a beaucoup qui ont redécouvert leur passé, d'autres, des jeunes qui ont été contents de découvrir ce que c'était vraiment le battage à la grande dimension, quoi. Donc on avait décidé d'installer les 2 plus grosses batteuses chaque côté. Et on avait 4 batteuses autrement, avec le manège de chevaux bien sûr. Et une avec une loco à vapeur qu'on venait chercher avec les remorques. On venait chercher les gerbes à la meule principale pour alimenter les batteuses durant les fêtes, quoi. Et on a réussi à la finir juste à la deuxième fête, juste le soir, quoi. Oh bah oui, il y a longtemps que je suis là. Il y a 3 semaines, on y était aussi. On a fait que la moitié l'autre jour, là, c'est tout. Aujourd'hui, ça se trouve par tonnes et des tonnes et des tonnes de blé dans une ferme, mais dans ce temps-là. Alors, il fallait compter 1,5 tonne par hectare. Oui, mais c'était du seigle. Le pain de seigle, oui, le pain de seigle, même, on appelait ça une tourte. Là, il y avait une famille nombreuse, personnes. Le boulanger, il en fabriquait des tourtes qui faisaient bien 10 kilos. Le plus gros pain de seigle,
faisait 16 kilos. Vous voyez un peu. Il fallait une moyenne de 4 heures pour le cuire. Alors il mettait un petit papier sur chaque tourte, le nom à qui appartenait la tourte de pain noir. La différence, c'est la façon de travailler et la cuisson au bois qui joue beaucoup. Qui joue beaucoup. Ici, c'est un four alsacien. Et ça date de 1800 et quelques, je ne sais pas exactement. Ça a été reconstitué, si vous voulez, comme dans le temps. Pour chauffer un four qui n'est pas, comment dire moi, qui n'a pas travaillé depuis 1 an, il faut compter 15 jours, 3 semaines pour le chauffer. Tandis qu'ici, au bout de 4 heures, on peut le faire. Ah ben beaucoup le faisaient à la ferme, mais ils envoyaient cuire souvent au boulanger. Parce que dans le temps, comme le boulanger chauffait son four au bois, alors tous les ans, il y avait une corvée de bois, et on le cuisait gratuitement. Seulement ça variait selon la pâte et selon la cuisson, parce qu'il y avait différentes façons de faire la pâte et différentes façons de cuire aussi. Il y en a qui des réussites, il y avait des échecs, mais que je disais, c'était de temps là, les gens n'étaient pas difficiles. Aujourd'hui, ah non, j'aime pas ce pain noir, j'aime pas, il est pas assez cuit, il est trop cuit, oui, il est ceci, il est ça. Dans toutes les fermes, il y avait toujours du blé noir. On semait un peu de blé noir dans toutes les fermes qui étaient battues au fléau en ce moment-là. Marcel, regarde s'il y a du grain en dessous là. Va chercher ta fourche. Tape fort. On va voir s'il y a du grain en dessous quand même. Depuis le début de l'après-midi, Tim me dit oh, on va pas battre ça. C'est pas sec. Il est pas sec. Si je le laisse faire, demain on n'aura pas battu. Ouais, dis trop long. Bah, tourne-le pour voir s'il y a un peu de grain en dessous. Oui, dans le temps, il y avait beaucoup de blé noir pour faire des crêpes, quoi. Des crêpes de blé noir, oui. Oui, mais il n'y a plus beaucoup de blé noir dans le pays. Hein. Ouais, je suis arrivé ici en 80. Ça doit dater de 1663, 64. Ouais, alors il y a eu plusieurs générations. Mon grand-père était meunier, mon père était meunier aussi, puis j'avais 5 oncles meuniers. D'ici Lorient, il devait avoir de la source du Scorff, il devait avoir 25 moulins. Rien que sur le Scorff, sans compter les affluents. Alors, maintenant, on a arrêté de tourner en 86. C'est moi le dernier, je crois, sur le Scorff ici. Ça, c'est du sarrasin, du sel, de l'eau. Et moi, j'ai mis un peu de lait entier, mais on n'est pas obligé de mettre du lait entier pour la pâte salée. Du lait du voisin, hein, c'est du lait de vache. Tant qu'à faire des crêpes, autant faire avec du lait entier. La pâte préparée, on faisait chauffer 2 poêles avec du bois qui était coupé. On faisait couper du bois spécialement pour la fabrication des crêpes. Alors la pâte étendue sur la première crêpe, on mettait 2 couches pour que la crêpe soit plus épaisse. C'était la crêpe qui était beurrée, ça. Alors une fois à demi cuite, la pâte, elle était remise sur la seconde poêle. Et là, on la beurrait, et en ce temps-là, celui qui désirait, il mettait un œuf. Ça fait du bruit, ça veut dire elle foin la crêpe. Ah ouais. On disait souvent ça, les grands-parents disaient, elle foin. Bon, c'est du breton, hein, plus ou moins du breton. Et une fois toute la pâte, toutes les crêpes faites, on passait, comme je vous dis, une partie à nouveau sur la poêle. Comme ça, elles étaient plus dures, si vous voulez, et elles se conservaient bien plus longtemps, et malgré qu'elles étaient en pile de je ne sais combien, moi, de 20, 30 ou 40, elles ne moisissaient pas, et elles se conservaient bien plus longtemps.
Et ces crêpes-là, on s'en servait pour faire une soupe le soir. Et les autres fines qui n'étaient pas repassées à la poêle, ben, le matin ou le café 4 heures, on s'en servait, on les beurrait et puis on trempait ça dans le bol de café qu'on dégustait. Ma grand-mère, elle faisait des crêpes dans la cheminée, sur une plaque comme ça, très fine. Et il n'y avait pas ça, c'était directement sur le trépied. Moi, j'ai connu ma grand-mère faire ça, sur le trépied. Elle était carrément dans la cheminée en train de nous faire nos crêpes. Ça sentait les crêpes à 500 mètres de la maison là-bas. Si, c'est vrai, c'était... Elle faisait des sucrés, des salés, beaucoup de galettes de pommes de terre parce que c'était un repas. Quand on ne voulait pas dépenser trop, on faisait des galettes de pommes de terre, hein, c'était un repas. Hein. Et même même les anniversaires, tout ça, c'était assez fréquent de manger des crêpes, des galettes chez les anciens. Hein. C'est le tablier de ma grand-mère d'ailleurs. Tout ça. C'est avec elle que j'ai appris. On avait tout le temps des crêpes. Crêpes de citre, la boisson c'était du citre, on n'avait pas de vin, on n'avait rien du tout. Hein, c'était du citre. Quelquefois, les porteurs de sacs, ils avaient le droit au verre de vin, mais ils savaient y faire. Parce que lorsque le patron il arrivait comme ça, oh, dis donc, ça rend donc bien ton blé. Il dit comme ça, oh, on n'arrive pas d'autre chez vous. Oh, venez donc par là, vous allez boire un petit coup de rouge. Et puis de là, tout de suite, oh là là, ça donnait un peu de piment au cœur au patron, même si quelquefois il y avait des surprises après, mais c'était l'ambiance. On mangeait beaucoup de lard et des patates, c'est pour ça qu'on est venu gros. Et on n'avait que ça. Et à 4 heures, je me rappelle quand on allait au champ, on venait manger à 4 heures, quand on était à la moisson, par exemple, n'importe quoi, on venait manger à 4 heures, et on avait un café avec un bout de pain et du beurre, un bout de lard. Et le soir, on avait des patates avec du lard de retour. C'était du triste temps, là, mais il faut le rappeler. Puis on dit le bon vieux temps, mais c'était le bon vieux temps, si vous voulez dire. C'était les temps s'estimaient heureux. Parce qu'ils ne savaient pas ce qui se passait ailleurs, quoi. Alors, l'entraide était plus fréquente qu'aujourd'hui. Si le malheur arrivait. En 1953, rien que sur la commune, il y avait au moins 50 d'emplois. Hein. Alors, il y avait deux séries qui employaient entre elles au moins, il y avait au moins une dizaine chez Navenec, 7 ou 8 chez ceux de Lemar, sans compter tous les sabotiers qu'il y avait qui employaient du monde. Et dans tous les commerces, il y avait une petite employée qui faisait le service de tout, quoi. C'est pour ça. Et puis... Alors, en montant ici, il y a la maison à Le Broc, là, ici. Puis, bon, dans la petite maison ici, là, c'était la maison à Gauthier, ça. Gauthier qui avait un commerce dedans. Ouais. Chez Palaric aussi, c'était un charpentier. Oui, chez Palaric aussi, c'était un charpentier. Oui. Ouais. Tiens, voilà l'atelier à Félix, là, hein. Bon, alors plus haut, alors moi, on ne voit pas ici avec les arbres. C'était quelque part ici, là, c'est sur la route du Croissy, ça. Je suis le seul sabotier à me déplacer. Il y a des plus anciens que moi, mais qui ne se déplacent plus, à savoir faire une paire de sabots tout à la main, depuis le quartier de Hêtre, là-bas. Je dis ça sans prétention aucune, mais je n'avais pas besoin d'apprendre, puisqu'il, bien sûr, il y avait déjà les machines à la maison, mais en accord avec mon père, eh bien, j'avais appris à faire la paire, et puis maintenant, eh bien, ça me fait plaisir de rencontrer des gens dans les animations, des gens qui sont tous souriants puisqu'ils sont à la fête, et je fais la paire devant eux. Ça, c'est un outil qui est spécifique au sabotier. Hein. Voilà comment je l'emploie. On a eu des cas, bien souvent, des anciens, des gens qui avaient eu un accident au pied
et qui venaient en nous demandant, on dit voilà, j'ai ça, je voudrais une paire de sabots, mais j'ai ce problème-là. Alors on regardait bien et en somme, bien, on faisait un peu une chaussure orthopédique pour eux. On avait la possibilité de creuser à l'endroit qui les gênait, de façon que le pied soit bien à l'aise. Alors c'est donc une paire de sabots pour les braconniers. On s'aperçoit que la semelle est inversée. Les empreintes laissées par le braconnier faisaient croire qu'il était parti dans le sens opposé où il était parti. Et si on regarde bien le dessous, on s'aperçoit que la semelle est aussi beaucoup plus petite que le sabot, ce qui encore induisait en erreur les poursuivants. Maintenant, bien sûr, il y a encore des braconniers, mais honnêtement, on ne fait plus de sabots pour eux. Nous les maréchaux, nous sommes des costauds, on tape sur le fer tout chaud. Mais aujourd'hui, on fait un cheval et on n'est pas toujours sale. Oui, nous avons nos richesses malgré tout. À Saint-Caradec, aujourd'hui nous sommes parmi vous. Nous sommes les maréchals, aujourd'hui les costauds, alors que l'enclume est là, les forges seront là. Et les forgerons, il y avait 2 forgerons ici aussi, les articles étaient tous à le même prix. Hein. En 1953, quand je me suis installé ici, vous aviez on était à 2 tailleurs ici, il y en avait 3 au Croisty, il y en avait 5 à Guémené. Et puis maintenant, il n'y en a plus aucun dans le coin. Je ne sais même pas si à Lorient il en reste, on peut en trouver un. D'ailleurs, quand on comptait les heures, parce qu'il fallait compter à peu près 45 à 50 heures pour faire un costume 3 pièces. Alors là, si on calculait le prix de l'heure, un costume, quand le commerce marchait ici, moi je voyais dans les années 60 à 70, c'était très bon. Mais à partir de 70, après, quand les magasins ambulants ont commencé à se promener, les commerces ont diminué dans tout le bourg. D'ailleurs, on vendait plus de sabots, les sabotiers avaient tous disparu. Et après, il n'y a eu que les artisans qui travaillaient pour le bâtiment, ceux-là, ils ont tenu le choc assez longtemps. Les paniers servaient pour l'alimentation du bétail, anciennement. Tous les anciens cultivateurs, ils faisaient ça. Hein. Certains le faisaient peut-être plus ou moins bien parce que, bon, ils n'avaient peut-être pas le temps. Mais ça se faisait presque dans toutes les exploitations. Hein. Ça servait pour transporter les betteraves, même à l'ensilage qui est venu derrière, après ça, pour ramasser les patates, pour ramasser les pommes. Ça fait 50 ans de ça, on n'avait pas tous les matériaux qu'il y a maintenant. Hein. On connaissait mal le plastique. Oui, mais en dehors des matériaux, il y avait un savoir-faire. Tout le monde savait faire un petit peu beaucoup de choses. C'est ça aussi, oui. Il y avait ça aussi, oui. Parce que maintenant, vous demandez à un jeune de faire ça, il va vous regarder d'un seul œil sans doute et puis il ne va pas être d'accord. Il y en a qui faisaient des grands paniers comme ça, dans lesquels ils mettaient leur charnier. C'était une sécurité, c'était à l'abri des coups. Les charniers, on mettait le cochon. Quand on tuait le cochon, on mettait le cochon au charnier. Salé, quoi. Moi, je connais 2 familles à côté de moi, de mes parents, et que je fréquentais assez souvent. On les aidait, et puis ils nous aidaient aussi. C'était 2 tisserands. Aujourd'hui, on ne sait peut-être pas ce que c'est qu'un tisserand, mais de ce temps-là, tissaient le chanvre, quoi. Faisaient du toile avec le chanvre, quoi. Les paysans semaient le chanvre, et puis celui qui voulait avoir la toile, mais il faisait le nécessaire pour avoir ses chanvres, et puis il les utilisait
comme il fallait, puis quand comment dirais-je, la filature était bonne à travailler, il amenait ces gens-là, et puis allez, on faisait une toile comme des vaches, quoi, qui faisait cette largeur-là. Moi, je les ai vus faire. Eh ben, c'était un travail qui demande beaucoup de temps, mais c'était 2 infirmes, 2 frères. Et ils ont mis ça assez... Et puis encore, elle avait une velours assez machine parce que tout le monde n'avait pas le droit d'avoir des velours trop là. Plus il y avait de velours, plus on était riche. Oui. Alors il y a la veste et le gilet. Voilà. C'était le dessus qui était joli, mais l'intérieur, c'était fait avec les moyens du bord. Oui. Et puis on ne pouvait pas le laver. On dansait, ben ça finissait par transpirer. Ça sortait un peu le machin. Il y avait peur de toucher de l'eau, le velours n'avait pas besoin. Le velours, oui. Et quand on avait une robe comme ça, n'allez pas croire que tu allais t'asseoir dessus. Non, il fallait soulever. Il fallait soulever la jupe et puis... on s'asseyait jamais sur le velours. S'il y avait une belle combinaison dessus, on la voyait, sinon... On s'asseyait jamais, on lavait pas le velours et on s'asseyait jamais dessus. Donc ça, c'est un costume de mariée de ma grand-mère, celui-là. Ah oui, costume de mariée de la grand-mère. C'était les plus beaux costumes qui existaient à cette époque. Oui. Oui. Alors donc, ils sont très travaillés, je sais pas comment tu pourrais dire ça, c'est vraiment des perles très très jolies, très fins. Il n'y a pas de tablier. Mais c'est le tablier de la grand-mère aussi. Oui, c'est son tablier. C'est qu'on retrouve sur les photos. Oui, mais avec ça, on mettait un tablier blanc plutôt. Et des chaussures blanches. Et ça a duré alors pendant toute la mode des costumes bretons. Mais je pense que ça dépend des familles aussi. Il y en a qui sont restés plus bretonnants que d'autres. Oui, et puis des coins. Il y avait des coins, comme je me souviens à Lorient, même que par ici, c'était rare de voir une femme habillée en paysanne. Et puis ceux de Lorient, quand ils venaient peut-être quelquefois sur Prusiac ou quand on les voyait quelque part, ils étaient encore en pays... T'appelles ça en paysanne, quoi. En paysanne, oui. Voilà. Un costume breton. Le matin, alors le feu c'était à partir de 5h30 quelquefois qu'il fallait allumer le feu le matin. Et voilà, il fallait vraiment chauffer, pour qu'il y ait la puissance maximum, il faut chauffer la loco. Il faut que l'eau ébouille.
Ah, une fois que c'était chaud, c'était plus que de l'entretien, quoi. Hein. C'était... Mais il faut les démarrer avant les autres. C'était vous qui donniez le signal de départ? Ah, au coup de sifflet? Bah oui, peut-être plus souvent qu'à notre tour, parce que c'était tellement sympathique de tirer le sifflet que si on passait à côté, il y a des fois. Et en fin de compte, ça donnait aussi, théoriquement, c'est toutes les demi-heures, de façon à donner le coup, le changement de travail. Celui qui était l'engraineur, c'est-à-dire celui qui mettait le blé dans la vanneuse, ou le brocteur, c'est celui qui portait les gerbes sur la vanneuse, c'était toutes les demi-heures qu'il y avait un relais. Alors c'était une autre équipe qui prenait. Et puis la bolée. Et puis alors il y avait le droit à la bolée, bien entendu. Quelle question, hein. On met la paille pour que ça ne s'étale pas, et que le cidre il filtre mieux. Avec la paille, on va mettre de la planche par-dessus, et puis le jus va sortir. Hein. Donc le cidre a été fait vers le 15-20 octobre. J'ai dû le soutirer, comme on dit, donc enlever la lie. J'ai dû faire ça fin décembre. Et puis ensuite il a fait une petite fermentation de nouveau, hein, mais parfois je soutire 2 fois, mais là j'ai fait qu'une fois cette année. Parce que j'avais jugé que c'était pas la peine. Là il est bien pour être mis en bouteille, quoi. Donc dans la semaine on va mettre ça en bouteille. Il y en aura pour toute l'année. Pilane, je ne sais pas comment ça se dit en français, mais en breton c'est pilane. Et donc c'est pour, on coupe donc de la laine qu'on fait passer dans la machine pour les chevaux. Donc quand j'étais petit, j'avais un entrepreneur de battage qui venait tous les ans, bien sûr, et avec une société. C'est un souvenir de ça qui m'est resté un peu dans la tête, et le bruit de la batteuse, la tombée de la nuit. Et à la suite de ça, j'ai commencé une batteuse, un tracteur, 2, et de ça. C'est pour ça que, et une fois pris dans l'engrenage de la fête, on se prend en jeu, et puis on évolue, on apporte toujours quelque chose. Et on essaye maintenant, j'essaie de faire participer les passionnés du coin, les jeunes, les moins jeunes, bien sûr.
Il y a 3 ans, nos amis de Bretagne ne connaissaient pas la charrue traînée. Mais l'année d'après, ils sont venus en finale. On les a vus à Villefranyan avec les chapeaux à ruban et les drapeaux. Alors là, il faut se stimuler pour mettre tous les atouts de son côté, pas faire d'erreur. Là, on part à plat et après on a du dévers. À peu près, ça peut aller. Pour être mieux, mais enfin, on fait ce qu'on peut. C'est très dur avec les sabots, conduire. Des fois, j'ai cassé mon sabot en deux. Et merde pour le roi d'Angleterre qui nous a déclaré la guerre.